En fait, avant de pouvoir jouer de la musique, je me suis familiarisé avec le son parce que j'étais intrigué un petit peu par les différents sons. C'est-à-dire que quand j'écoutais le bruit des casseroles et tout ça, je me disais qu'il devait avoir un secret par rapport au son. Pourquoi est-ce que ce son sonne comme ça? Pourquoi un son de cloche sonne comme ça? Et puis, j'étais plus amoureux de cette sonorité qui est diversifiée. C'est comme ça que j'ai eu cette envie de faire de la musique. Il faut savoir que moi, j'ai commencé à jouer de la musique déjà très jeune. À 5 ans, déjà, je pratiquais la percussion. C'était une percussion un petit peu personnelle. C'était de la batterie, mais c'était une batterie fabriquée par moi. C'était une batterie avec laquelle je jouais. Mais il fallait quelque chose qui accompagne cette batterie. Il fallait avoir un son. Et alors, le premier son que j'ai utilisé, c'était sur une guitare. Parce qu'à l'époque, après, quand j'ai commencé à avoir 7-8 ans, là, j'ai commencé à avoir un petit synthétiseur que mes parents m'ont acheté, avec différents sons. Je me souviens toujours que c'était un Casio sur lequel c'était pas un clavier arrangeur parce qu'à l'époque on faisait pas les claviers arrangeurs, mais il faut savoir que moi je fais partie de la génération 85, donc à ce moment-là il y avait les claviers qui sortaient à peine et je voyais à la télévision à l'époque déjà qu'il y avait le fameux Yamaha DX7 qui était sorti en 1983-1984. C'était un des premiers synthétiseurs sur lequel on avait inclus une interface numérique et cette interface permettait de communiquer avec un ordinateur à l'époque et de communiquer aussi entre synthétiseurs puisque tous les fabricants ont employé un langage universel pour communiquer les claviers entre eux et je pense que ça c'était une évolution et après il y avait d'autres époques que moi j'ai pas connues, l'époque des années 70, 60 et tout ça où ils ont sorti d'autres synthétiseurs mais je veux dire la philosophie est restée le même et puis Yamaha est resté champion pour justement pour cette interface MIDI, pour cette collaboration pour unir tous les fabricants, que ce soit Roland, que ce soit Korg, pour avoir cet échange d'informations numériques sur les synthétiseurs parce que comme je dis toujours il faut distinguer quand même les synthétiseurs par rapport aux claviers arrangeurs parce que les claviers arrangeurs sont venus que par après. Après il y a eu les workstations, c'est-à-dire qu'il y a eu à la fois des synthétiseurs arrangeurs avec un sampler dedans, un sampling, donc c'est toute une workstation. De plus en plus les synthétiseurs ont commencé à évoluer. Mais par contre le terme synthétiseur est resté tel quel parce que sur le marché on trouve quand même les synthétiseurs qui produisent les sons, c'est-à-dire sous forme de séquence, sous forme de sample. C'est du numérique, c'est programmé dans des puces et après on a des potards, des potentiomètres pour pouvoir ajuster le son. Par contre les claviers arrangeurs ça donnait un plus pour le musicien qui était soliste mais qui était à la fois chanteur, qu'il lui fallait être accompagné, il fallait des accompagnements automatiques et ce qui fait que sur les claviers arrangeurs, si vous voulez, ils ont intégré cette fameuse boîte à rythme, percussion, basse, accompagnement qui a permis aux solistes, aux chanteurs d'être accompagnés individuellement sans avoir des musiciens autour de lui pour jouer de la musique, pour chanter et jouer en même temps de la musique. Par contre maintenant, ce que je vois au niveau de toute cette évolution, c'est que maintenant les claviers arrangeurs deviennent très performants, c'est-à-dire qu'on a maintenant la possibilité d'avoir quasiment des instruments acoustiques, bien qu'on essaie de se rapprocher du réel, des sons d'origine, que ce soit de percussion, de batterie ou des vrais sons. On essaie de se rapprocher, mais on n'arrive pas encore à cette réalité-là. Parce que celui qui a une oreille musicale très développée, eh bien, il peut toujours distinguer un vrai instrument d'un instrument qui est échantillonné. Je veux dire qui est numérique. C'est le même instrument qui est joué sur le clavier. Vous savez, vous jouez avec un saxophone, cette chaleur-là avec le saxophone que vous sortez de celui-ci, eh bien, diffère de celle que, même si vous jouez dans le clavier le plus performant du monde, vous avez chaque fois cette différence. Parce qu'on essaie de se rapprocher, pas oublier qu'on part de l'analogique pour faire du numérique, on ne fait pas le contraire. Et on échantillonne le signal. C'est un terme que je ne suis pas trop familiarisé avec lui parce que j'emploie toujours le terme sampling, mais c'est le vrai terme qu'on utilise dans la synthèse sonore, c'est-à-dire qu'on utilise ce terme échantillonnage quand on fait un échantillonnage de la fréquence du sample pour pouvoir l'intégrer dans un clavier arrangeur et le jouer à différentes hauteurs du clavier, à différentes fréquences pour avoir ce son chaleureux qu'on dit que c'est le son d'origine d'un saxophone ou d'une trompette ou bien d'un piano. On essaye d'avoir cette réalité, mais on n'est pas encore à la réalité. Il y a encore beaucoup à faire sur l'échantillonnage pour arriver à avoir un vrai son d'instrument sur le clavier. Mais un musicien ou un ingénieur du son arrivera toujours à distinguer. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon alors c'est la folie. Si on ne peut plus avoir d'ingénieur du son pour distinguer les nuances du son, alors à ce moment-là, s'il ne peut plus distinguer un vrai instrument joué par un musicien par rapport à un clavier arrangeur avec le même instrument, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, la question avec l'intelligence artificielle, c'est que il y a du bon, mais il y a aussi un danger.
Je m'explique. L'intelligence artificielle, dans un sens, c'est bien. L'intelligence artificielle permet de... Vous savez, maintenant, on peut même prendre une voix, la transformer, on peut même enlever la voix d'un chanteur, mettre une autre voix, une voix d'une dame qui chante, d'un enfant, et on conserve toujours les mêmes fréquences, on conserve toujours l'instrumental. On arrive à séparer les fréquences, mais c'est pas encore le top. Il y a du travail à faire sur l'intelligence artificielle. Par contre, il y a quand même un danger. Et je pense que le danger aussi, vous savez, vous prenez le cornet de votre téléphone, il y a une personne qui vous répond de manière intelligente, de manière artificielle, et ça fait quand même peur. Vous n'avez pas la présence de cette personne. Eh bien, c'est la même chose aussi au niveau musical. Il y a de l'évolution, mais attention à ne pas dériver, parce que ça peut être très ennuyant d'avoir cette évolution qui va quand même détruire pas mal l'aspect musical en lui-même. C'est ça que je dis, je prends ça avec des pincettes, mais prenons des précautions par rapport à l'intelligence artificielle. Je ne suis pas contre, mais il faut voir le sens qu'on donne. Il ne faut pas que ça impacte le monde musical. Je serais tout à fait contre celle-ci si elle doit venir nuire au monde musical, aux musiciens ou au monde du son, au monde des concepteurs, des ingénieurs du son, des acousticiens, des gens qui font du mastering et tout ça, parce que ça peut être un danger. Les programmes numériques, ça facilite un petit peu le travail quand on est dans un studio, tout ça. Par contre, pour un vrai travail d'un musicien qui se produit sur scène en temps réel, je pense que l'intelligence artificielle n'a pas vraiment sa place. Moi, je serais quand même un petit peu contre cette évolution si elle va impacter le monde musical. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à l'intelligence artificielle. Pour continuer dans ma lancée par rapport aux questions qu'on me pose, par rapport au monde musical, au monde du son, au monde du mixage, au monde du studio, vous savez, c'est un effort sans cesse. Il faut se mettre à jour, il faut parfois prendre des magazines, regarder, comparer les différents matériels, tester, parce que je me rends compte un petit peu, c'est comme dans tout, on a les spécifications techniques qui nous donnent une vue d'ensemble, il y a des bancs de tests et tout ça, mais vous savez, quand on est dans le réel, c'est différent. Quand on doit, je vous donne un exemple, vous êtes dans un opéra, vous sonorisez cet opéra, vous êtes peut-être 2, 3, 4, il y a peut-être 4 grandes tables de mixage numériques. Il faut se synchroniser, tout est numérique, il faut tout programmer. Il faut répondre aux besoins des musiciens parce qu'il faut les écouter. Parce que le rendu sonore ne va pas dépendre seulement d'une qualité de travail de l'ingénieur du son, mais ça va aussi dépendre d'une très bonne collaboration avec l'artiste, avec le musicien en question. C'est lui qui va déterminer un petit peu la couleur qui lui va à lui. Vous ne pouvez pas appliquer les mêmes principes par rapport à d'autres musiciens, par rapport à d'autres groupes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a différents styles dans le monde. Chaque style a sa propre nuance, sa propre subtilité, et d'où cette interaction qui est très importante entre le technicien, l'ingénieur du son, que sais-je, avec le groupe. Ça, c'est très important pour la qualité globale du son. Et je pense que c'est un travail de collaboration, et c'est quelque chose qui n'est pas très facile à mettre sur le plan pratique. Sur le plan théorique, on peut schématiser, on peut se dire, voilà, on fait ça comme ça, de cette manière-là. On a plus ou moins des théories qui nous disent que le son va sortir comme ça. On a des appareils pour mesurer le son, mais il reste toujours cette chaleur humaine entre les musiciens, ou musiciennes d'ailleurs. Et je pense qu'un travail de collaboration, un travail d'écoute, un travail de pratique, c'est un exercice qui est à faire pour les musiciens d'aujourd'hui. Merci encore pour cette interview.